Verdun résonne encore aujourd'hui comme un véritable mythe. Symbole de patriotisme, d'abnégation et de défense du territoire national, cette bataille est communément perçue en France comme étant la plus emblématique de la Première Guerre mondiale, révélant à elle seule l'esprit d'extrême sacrifice des poilus durant la Grande Guerre. Ayant lieu du 21 février au 18 décembre 1916, la plus longue bataille de la Première Guerre mondiale illustre à elle seule la brutalité des combats de 14-18, avec un bilan de plus de 700 000 pertes et 300 000 morts. Pour un résultat opérationnel quasiment nul, Verdun est le pur produit de la guerre moderne et industrielle. Avec plus de 60 millions d'obus tirés, l'artillerie y cause près de 80% des pertes. Connaissant en France une répercussion sans précédent, Verdun est devenu dès les premiers jours de combat un lieu sacré. À Verdun, on ne passe pas. La décision était prise. C'était sur la rive droite de la Meuse que devait se jouer le sort d'un pays tout entier, que des milliers d'hommes devaient tenir à tout prix sous un déluge de feu et d'acier. Verdun est devenu un monument d'histoire, un souvenir qui a été transmis et valorisé par les anciens combattants, qui entra progressivement dans les livres d'histoire et les manuels scolaires. Aujourd'hui encore, cette bataille est le sujet de riches débats entre historiens, qui s'interrogent sur la place qu'occupe Verdun dans la Première Guerre mondiale, sur ses causes et conséquences militaires, ses conséquences mémorielles et historiques, ou encore sur les rapports entre mémoire française et allemande. Pour étudier la bataille de Verdun en 1916, on ne peut donc pas se limiter à décrire des décisions stratégiques, tactiques ou logistiques, mais il faut également s'intéresser à la construction d'un mythe, à la sacralisation d'un champ de bataille, au quotidien de centaines de milliers de soldats français et allemands. Il faut se demander si cette bataille présente vraiment des différences qui la rendent unique, et comment a-t-elle acquise une telle valeur symbolique. Située aux abords de la Meuse, la région fortifiée de Verdun est une des places fortes les plus impressionnantes de France. Appartenant au système défensif serré de rivières, elle a été construite à l'issue de la guerre franco-prussienne de 1870. Le dispositif rassemble une quarantaine de forts et d'ouvrages positionnés autour de la ville, à l'instar des emblématiques forts de Vaux et de Douaumont. À première vue, la région fortifiée de Verdun ne semble pas pouvoir être exposée à une attaque frontale. Mais nous verrons pourquoi l'offensive allemande s'est-elle portée à cet endroit, et comment Verdun est devenu le théâtre d'une lutte à mort d'une rare intensité. Quand au bout de 8 jours, leur peau terminée, on va reprendre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros, comme dans un sanglot, on dit adieu au ciblot. Même sans tambour, même sans trompette, on s'en va là-haut en baissant la tête. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour tout de cette guerre infâme. C'est à Crâne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. Sans revenir sur les causes du déclenchement de la Première Guerre mondiale, qui eut lieu durant l'été 1914, quelques éléments de contexte international s'imposent pour mieux comprendre les enjeux de la bataille de Verdun. La Triple Entente, composée initialement de la France, de l'Empire britannique et de l'Empire russe, s'oppose à la Triple Alliance qui rassemble l'Empire allemand, l'Autriche-Hongrie et l'Italie. Au cours de la guerre, plusieurs États se joignent aux différentes coalitions. La Belgique tout d'abord, envahie par l'Allemagne en août 1914, lance un appel à l'aide à la France et au Royaume-Uni, qui sont garantes de son indépendance.
Le Japon rejoint la Triple Entente en août 1914 et l'Italie change de camp en avril 1915. La Roumanie rejoint aussi la coalition en août 1916 et finalement, les États-Unis suivront en avril 1917. La Russie, à la suite de la révolution bolchevique, sort du conflit en décembre 1917. Les empires centraux, quant à eux, sont rejoints par l'Empire ottoman en octobre 1914 et par la Bulgarie en 1915. En octobre 1915, la Serbie est envahie par l'Allemagne et la Bulgarie. Par ailleurs, la bataille pour le contrôle du détroit des Dardanelles, en mars 1915 et janvier 1916, est un cuisant échec de la part des Alliés, qui sont repoussés par les Ottomans. En 1916, l'offensive Broussilov, entamée au mois de juin par les Russes, qui dure jusqu'en septembre, permet de fixer les troupes austro-hongroises et allemandes sur le front de l'Est. L'Italie, après avoir changé de camp, entame une série d'offensives autour du fleuve de l'Isonzo. C'est une véritable guerre des montagnes qui se déroule de juin 1915 à septembre 1917 contre l'Autriche-Hongrie. La bataille de la Somme qui se déroule au nord de la France du 1er juillet au 18 novembre 1916 permet d'enlever progressivement la pression qui s'exerçait à Verdun. Depuis la fin 1914, le front de l'Ouest s'est enlisé dans les tranchées. En 1915, les Français subissent d'énormes pertes en essayant de reprendre l'initiative en Artois et en Champagne. Ce sont des engagements titanesques qui ne parviennent pas à leur objectif et coûtent la vie à plus de 300 000 soldats français. L'année 1915 a éprouvé les armées des deux camps et chacun espère une bataille décisive en 1916. Du côté allemand, on s'interroge sur la priorité des opérations à mener. Les généraux Hindenburg et Ludendorff, qui commandent les armées sur le front de l'Est, considèrent la Russie comme une priorité. Mais pour Erich von Falkenhayn, chef de l'état-major général, la priorité est d'empêcher la Grande-Bretagne et la France de parvenir à regrouper leurs forces. Il sait par ailleurs qu'une grande offensive se prépare sur la Somme, dans le courant de l'année 1916. Il veut alors frapper le premier. Mais alors, pourquoi attaquer à Verdun ? Il est communément admis que Falkenhayn voulait saigner à blanc l'armée française. Mais nous savons aujourd'hui que cette justification est certainement construite a posteriori. On sait toutefois de manière certaine que la décision allemande est bien prise en décembre 1915 et qu'on choisit Verdun après avoir hésité sur un certain nombre de lieux d'offensive comme Amiens, Reims ou encore Belfort. La région fortifiée de Verdun constitue un saillant dans le dispositif allemand et dès le début 1915, les Allemands ont pensé à le réduire pour éviter une rupture de liaison entre leurs différents corps d'armée. La deuxième raison est politique et militaire. S'emparer de Verdun permettrait de négocier la reddition des Français et d'éviter une jonction avec les forces britanniques. Finalement, attaquer Verdun présente des facilités en raison de la proximité avec le camp retranché de Metz et la fragilité des lignes de communication et d'approvisionnement du côté français. Le plan d'offensive baptisé Opération Gericht, conçu par Falkenhayn, a pour objectif une prise rapide de la place forte de Verdun à l'aide d'une attaque massive d'artillerie sur la rive droite de la Meuse. Depuis la fin 1915, les services de renseignement français ont connaissance d'éléments indiquant une future offensive sur Verdun. Des déplacements de troupes et d'artillerie sont remarqués par l'aviation de reconnaissance. Plus de 20 000 soldats allemands et prisonniers de guerre préparent le terrain depuis le mois de décembre. Cependant, la priorité pour Joffre est l'offensive qui aura lieu sur la Somme, et il ne prend pas en compte les alertes incessantes données par le bureau des renseignements du Grand Quartier Général, basé à Chantilly. De plus, depuis la chute jugée rapide des forts belges durant l'offensive allemande de 1914, la fortification permanente connaît une crise de confiance qui a amené le Grand Quartier Général, par une directive du 20 octobre 1914, à réduire au strict minimum les garnisons des forts, au profit des armées en campagne. La région fortifiée de Verdun est vue désormais comme un secteur du front tout à fait banal. Les besoins des armées en campagne qui souffrent d'une crise de matériel et d'effectifs amènent le commandement à désarmer les forts et à y affecter des unités territoriales. Cela ne se fait pas sans attirer l'attention du pouvoir politique. Le général Joseph Galliani, alors ministre de la guerre, s'inquiète de la vulnérabilité de la région fortifiée de Verdun. À la fin de l'année 1915, le lieutenant-colonel Drian, commandant des 56e et 59e bataillons de chasseurs affectés à Verdun, profite de son statut de parlementaire pour mettre en garde sur le manque de défense dans le secteur. Le 1er décembre 1915, il dénonce le manque de défense devant la commission de l'armée. Après avoir été reçu et entendu par le président de la République, Poincaré, et le ministre de la guerre Galliani, Joffre, alors à la tête du Grand Quartier Général, répond que rien ne justifie les craintes exprimées, et il ne supporte pas qu'un officier puisse écrire directement au ministre de la guerre, sans passer par la voie hiérarchique et menace de démissionner.
Joffre ne croit pas à une attaque sur Verdun. Il est persuadé que les Allemands ne prendront pas ce risque. Le terrain meusien est très compartimenté, avec des ravins profonds et des forêts, ce qui est peu propice à une grande offensive. La deuxième raison est que Joffre prépare une offensive sur la Somme, le 1er juillet, prévue et négociée depuis décembre 1915 avec les Alliés. Joffre a donc besoin de tous les effectifs disponibles et privilégie une vision globale du conflit. Il ne veut pas que Verdun puisse prélever des moyens importants en hommes et en matériel. Pourtant, les acteurs sur place l'alarment. Le lieutenant-colonel Drian, comme nous l'avons vu, mais aussi le général R, qui commande la région fortifiée de Verdun. Il avertit régulièrement Joffre qu'il ne pourrait pas résister en cas d'attaque. Joffre laisse finalement son chef d'état-major général, Édouard de Castelnau, aller inspecter les défenses de Verdun le 23 janvier 1916, seulement un mois avant l'attaque. L'inspection s'avère très inquiétante. Castelnau ordonne de manière précipitée un programme de travaux défensifs. Le front s'active. 2 divisions sont affectées à la mise en place de nouvelles défenses. On transporte des rouleaux de barbelés, des rondins de bois, on creuse la terre, on creuse des abris. Cette activité tardive reste précaire. Les défenses n'existent même pas dans certains secteurs de première ligne, et le nombre de boyaux et de voies d'accès reste cruellement insuffisant. Les interrogatoires de prisonniers et les observations aériennes permettent néanmoins de savoir avec certitude qu'une attaque aura lieu dans les prochains jours. On fait monter progressivement des unités vers Bar-le-Duc par convoi automobile pour contrer l'attaque qui est imminente. L'impréparation logistique des Français va de pair avec un désavantage numérique. Le front du 21 février rassemble 6 divisions allemandes comprenant 90 000 hommes contre seulement 2 divisions françaises, soit 30 000 hommes. L'infériorité française est aussi matérielle, notamment au niveau de l'artillerie. La 5e armée allemande a aligné plus de 500 canons de campagne, plus de 600 pièces lourdes et 200 mortiers, soit plus de 1400 pièces d'artillerie de tout calibre. Sur les 2 rives de la Meuse, les Français disposent d'un peu moins de 400 pièces légères, environ 250 pièces lourdes, pour un total d'environ 600 canons. L'artillerie lourde allemande tire plus vite et plus loin, jusqu'à 18 km de portée pour les meilleurs canons allemands, contre 12 km de portée pour les Français. Ainsi les Allemands peuvent-ils neutraliser des batteries françaises sans que celles-ci ne puissent les atteindre. Cette supériorité en hommes et canons explique les premiers succès allemands, qui surprennent les Français par une attaque massive. Le 21 février 1916 à 7h15, un déluge de feu s'abat sur les positions françaises. Plus de 2 millions d'obus sont expédiés en 48 heures. Le premier jour, plus de 1200 canons crachent le feu pendant 10 heures consécutives sur un front étroit d'une vingtaine de kilomètres. Ils déciment les arbres et transforment durablement le paysage. Les détonations se font entendre à plus de 150 km. À partir de 17h, les fantassins allemands progressent. La résistance acharnée des Français, notamment en bois des corps, les surprend. Des poches de résistance s'organisent. Le lieutenant-colonel Drian, qui avait alerté sur le manque de moyens auxquels il faisait face, se retrouve en première ligne. Faisant preuve d'une bravoure et d'une ténacité exceptionnelle, il trouve la mort en couvrant la retraite de ses hommes. Sur les 2200 chasseurs qu'il commandait, 1700 sont morts. Les premières vagues d'assaut allemandes, composées en partie de grenadiers et de lance-flammes, débusquent les poches de résistance. Ils progressent lentement. La résistance acharnée des Français permet de tenir le front. Mais la situation est critique. Au soir du 23 février, les Allemands ont fait plus de 10 000 prisonniers, près d'un tiers de l'effectif qui leur résistait. Ayant obtenu l'approbation de Joffre, Castelnau téléphone au général R au matin du 24 février pour lui ordonner de tenir sur la rive droite à n'importe quel prix. Castelnau se rend ensuite au quartier général à Dugny. Il se retrouve face à un état-major débordé par les événements. Il confie alors à Pétain le commandement de l'ensemble de la 2e armée et la région fortifiée de Verdun. Joffre approuve ensuite les choix de Castelnau au soir du 25 février. Il affirme par un télégramme à Pétain « J'ai donné l'ordre de résister sur la rive droite de la Meuse, au nord de Verdun. Tout chef qui, dans les circonstances actuelles, donnera un ordre de retraite, sera traduit devant un conseil de guerre. » Pétain réorganise le commandement en constituant 4 groupements ayant chacun un état-major, commandant un groupe variable de divisions. À chacun de ces groupements est affectée une zone d'arrière-front permettant de constituer une réserve. Il réorganise l'artillerie lourde et passe son temps à colmater les endroits du front les plus vulnérables, dont l'urgence. Il affecte des unités en permanence là où le front est en état critique.
Les premiers renforts français du 20e corps d'armée arrivent dans la nuit du 24 au 25 février. Ils viennent au secours des 2 divisions qui tiennent miraculeusement le front. Le 25 au matin, il reste seulement 10 000 hommes à bout de force. Ils sont remplacés dans l'urgence. Le 95e RI fait partie de cette relève et subit de très lourdes pertes. Les hommes tiennent les premières lignes dans un enfer indescriptible. Le fort de Douaumont est capturé dans la soirée du 25 et la presse allemande en fait aussitôt un outil de propagande. Après avoir progressé de 8 km sur la rive droite, Falkenhayn relance l'offensive sur la rive gauche pour éviter de laisser son flanc à découvert. L'objectif est de s'emparer des hauteurs du Mont-Rome et de la côte 304. Il veut empêcher les artilleurs français qui font preuve d'efficacité de tirer à vue sur les troupes allemandes situées sur la rive droite. Les résultats sont décevants. En quelques jours, le gain de terrain est de seulement 3 km pour des pertes énormes. Joffre demande régulièrement à Pétain de lancer des offensives, mais il n'en a ni le temps ni les moyens. Il comate les brèches au fur et à mesure et tente de reprendre des positions perdues par des contre-attaques coûteuses en vie humaine. La bataille devient une succession de combats localisés. La majorité des attaques, excepté au début et à la fin de la bataille, sont menées par un régiment, un bataillon, parfois une seule compagnie avec des objectifs très réduits. Verdun est une succession de combats de petits groupes. Les armes les plus efficaces pour mener ou repousser ces attaques sont les mitrailleuses et les grenades. L'usage de la baïonnette reste exceptionnel. Les Allemands tentent, à partir du 8 mars, de conquérir le fort de Vaux, sans succès. Des combats sanglants reprennent du 21 au 23 mars sur la rive gauche, et le 9 avril, les Allemands achèvent la conquête du Mont-Rome, sommet stratégique âprement disputé, mais ne parviennent pas à percer en profondeur. La défense acharnée des Français inspire la déclaration à l'ordre du jour du général Pétain. Le 10 avril, il annonce de manière optimiste. Les assauts furieux des soldats du Kronprinz ont été partout brisés. Fantassins, artilleurs, sapeurs, aviateurs ont rivalisé d'héroïsme. Les Allemands attaqueront sans doute encore. Que chacun travaille et veille pour obtenir le même succès qu'hier. Courage, on les aura. La formule, restée célèbre, est reprise par l'illustrateur Jules Abel-Fèvre pour une affiche de propagande qui invite à souscrire à l'emprunt pour la défense nationale. Partisan convaincu de l'offensive, Joffre comprenait mal la logique défensive de Pétain. Il exige un commandement plus agressif. Le 17 avril, il annonce à Pétain qu'il va le nommer à la tête du groupe d'armée centre et le remplacer à la tête de la 2e armée par Robert Nivelle. La nomination prend effet le 1er mai. Le changement reste limité, car la 2e armée relève du groupe d'armée centre et Pétain conserve donc la haute main sur la bataille. Il rend toujours visite au commandant de groupement et se rend régulièrement au quartier général de Souilly. Le grand quartier général attend de Nivelle un comportement plus offensif. Il prépare d'ailleurs une attaque sur le point le plus symbolique du front, le fort de Douaumont. Il confie au général Charles Mangin la mission de le conquérir. Lancée le 22 mai, la tentative échoue malgré des combats d'une rare violence. Après cet échec, les Allemands repartent à l'attaque. Entre le 2 et 7 juin, 40 000 soldats partent à l'assaut du fort de Vaux et s'en emparent, malgré la résistance acharnée du commandant Raynal. À la tête de seulement 600 soldats, encerclés et isolés dans le fort de Vaux, le commandant Raynal résiste seul aux assauts. Assoiffés et affamés, ses troupes combattent héroïquement, jusqu'à leur dernière limite. Le 23 juin, après 2 jours de pilonnage intensif comprenant 100 000 obus aux phosgènes contre lesquels les masques à gaz sont inefficaces, 3 corps d'armée allemands, soit 50 000 hommes, attaquent sur un front de 6 km. Ils parviennent à prendre Thiaumont et Fleury. Le 11 juillet, une ultime attaque allemande vient s'échouer contre les superstructures du fort de Souville. Pour les Allemands, c'est ainsi que la bataille s'achève. Falkenhayn doit désormais affronter sur la Somme l'armée britannique. Tenu en échec devant Verdun, il prescrit le 11 juillet à la 5e armée une défensive stricte. Les combats continuent à Verdun, mais de manière plus ou moins épisodique, toujours acharnés et coûteux, mais pour des objectifs très limités. Le village de Fleury est le théâtre d'une lutte acharnée jusqu'au 18 août. Le village est repris 16 fois de suite avant sa reprise définitive par le régiment d'infanterie coloniale du Maroc. L'initiative à Verdun change donc de camp en août et septembre 1916. La défensive stricte imposée par Falkenhayn entraînait de fortes pertes aux Allemands, et le 29 août, Falkenhayn est remplacé par Ludendorff et Hindenburg au commandement en chef.
Le 24 octobre, le barrage roulant d'artillerie mis en place par Robert Nivelle permet aux Français de s'emparer du fort de Douaumont. Le 2 novembre, les Allemands évacuent le fort de Vaux, et le lendemain, les Français le réoccupent. Le 15 décembre, une ultime attaque des Français permet d'assurer la sécurité des forts et de se réemparer des positions initiales. Si Verdun est passé à la postérité, c'est en partie car c'est une bataille acharnée autour de points stratégiques et emblématiques. Mais nous allons voir que ce qui fait la particularité de Verdun réside plus dans l'expérience combattante et le vécu des soldats, qui ont pour beaucoup perçu Verdun comme étant la pire des batailles. La logistique occupe également un point central dans ce qui fait la particularité de cette bataille. C'est ce que nous allons voir maintenant. Au niveau logistique, nous l'avons vu, le front allemand est très bien desservi grâce à un large réseau de routes et de voies ferrées. Du côté français, c'est une autre histoire. Pour alimenter Verdun en hommes, matériel et nourriture, les seules voies d'accès disponibles sont la route venant de Bar-le-Duc et la voie ferrée du Meusien à voie métrique. Le trafic sur la route provenant de Bar-le-Duc est aménagé en urgence sur ordre de Pétain. Nommé la voie sacrée par l'écrivain Maurice Barrès, son trafic est strictement organisé et développé. Au mois de mars, jusqu'à 6000 camions y passent quotidiennement. C'est un flot continu d'hommes et de matériel. Les chauffeurs y conduisent jusqu'à 18 heures par jour. Jusqu'au mois de juin, ce sont plus de 400 000 hommes et environ 500 000 tonnes de matériel qui empruntent cette route. La logistique marque une première différence dans l'expérience vécue par les combattants français et allemands. Les divisions allemandes restent en ligne et sont recomplétées régulièrement par des renforts, alors que les divisions françaises, quant à elles, sont relevées en intégralité par des divisions venant d'autres secteurs du front. C'est cette Noria, instaurée par Pétain dès le 25 février, qui joue un grand rôle dans la construction de la mémoire collective de Verdun en France. Sur 100 divisions qui composent l'armée française en 1916, 73 sont montées en ligne à Verdun. Près de 70% des soldats français de 1916 sont passés à Verdun. Elle devient alors une véritable bataille nationale. Ce système de roulement a donné un très large retentissement. Toutes les unités qui n'étaient pas en première ligne quelque part se sentaient concernées par cette bataille, car elles s'attendaient à y venir combattre tôt ou tard. Depuis le début de la guerre, les capacités industrielles et technologiques des belligérants sont mises à rude épreuve. Les Français ont opté pour une préférence de l'artillerie de campagne, à l'instar du fameux canon de 75 mm. Quoique efficace, ce type d'artillerie a une capacité de tir limitée, car il ne permet pas de faire du tir courbe pour atteindre les tranchées adverses. Au cours de l'année 1915, de gros efforts sont faits pour développer l'artillerie lourde et à tir courbe. Mais le processus industriel est lent et les capacités de production sont limitées. Au niveau opérationnel, l'artillerie était traditionnellement reliée à un commandement de niveau divisionnaire ou de corps d'armée. Dans les premiers temps de la bataille, Pétain permet une souplesse du dispositif d'artillerie et réorganise la structure de commandement. Il permet à l'artillerie de se déplacer plus facilement et d'être affectée aux endroits du front les plus critiques. Pour pallier à ce nombre insuffisant de matériel, les artilleurs français les utilisent de façon intensive. Cette surexploitation crée des problèmes. Les canons s'usent rapidement, gonflent et explosent. Les usines n'arrivent pas à produire assez de canons pour les remplacer. Environ 600 canons de 75 mm sont produits mensuellement. Verdun en réquisitionne la quasi-totalité au plus fort de la bataille. À Verdun, Français et Allemands prennent conscience que la domination des airs en faisant usage d'une aviation de chasse organisée offre la possibilité de mener la bataille au sol dans de bonnes conditions. Avant le début de la bataille, les Allemands effectuent un barrage anti-aérien pour éviter toute incursion de l'aviation française dans les préparatifs allemands. Le 21 février, les aviateurs allemands connaissent parfaitement l'emplacement des aérodromes ennemis et ne laissent aucune marge de manœuvre à leurs adversaires. Le contrôle aérien leur est totalement acquis au début de la bataille. 270 appareils allemands, comprenant 40 chasseurs, affrontent seulement 70 appareils français, qui montent à 150 appareils une semaine plus tard. Les Allemands disposent d'un appareil redoutable, le Fokker E-3, un avion monoplan armé d'une mitrailleuse coaxiale couplée au moteur, qui permet de tirer entre les pales de l'hélice. Technologie novatrice en ce début d'année 1916. Sous l'impulsion du commandant Charles Tricorneau de Rose, l'aviation française se métamorphose. De Rose fait ramener 15 escadrilles françaises installées dans plusieurs bases autour de Verdun. Il s'oppose aux patrouilles individuelles et impose une doctrine de vol collective. Il concentre le commandement de l'aviation pour le rendre plus cohérent et offensif. En seulement 2 semaines, l'aviation française rééquilibre le rapport de force. Les premières patrouilles de chasse s'organisent. Elles obtiennent progressivement de meilleurs pilotes et de nouveaux appareils. Les Nieuport 11, maniables et rapides, surclassent progressivement les Fokker allemands.
Les Chevaliers du Ciel, à l'instar des célèbres Georges Guinemer ou Jean Navarre, appelés la Sentinelle de Verdun, se distinguent dans les numéros de voltige périlleux et enchaînent les victoires aériennes. Au mois de mai, les aviateurs français dominent le ciel. L'aviation allemande encaisse des pertes exponentielles et n'ose plus engager des missions de bombardement contre les axes logistiques français. Si la chasse se développe à Verdun, les principales missions de l'aviation restent cependant l'observation et le réglage de l'artillerie. Cette dernière est très dangereuse, car il nécessite de voler lentement et à basse altitude afin de transmettre les positions ennemies. Le réglage demande en moyenne entre 2 et 3 heures, et rend les pilotes très vulnérables aux attaques ennemies. Les noms des aviateurs sont connus et relayés dans la presse, qui les présente comme des voltigeurs qui se livrent des combats singuliers et héroïques, loin de la boue, des tranchées et des massacres de masse. Le mythe du Chevalier du Ciel place l'aviateur comme un combattant à part. Mais cette image est une illusion. Les combats dans le ciel sont d'une grande férocité, et les aviateurs mis hors de combat sont souvent voués à une mort certaine. On prend l'habitude de comptabiliser les victoires aériennes remportées lors des duels, et de créer un palmarès. Une nouvelle distinction est née, celle des As. Le capitaine Brocard, commandant de l'escadrille des Cigognes en juin 1916, raconte: les troupes au sol suivent avec une attention extrême et avec un vif amour-propre les manœuvres des avions au-dessus de leur tête. Leur attitude agressive influe sur leur morale. Certains actes d'audace et de témérité paraissent inutiles du point de vue militaire, mais sont capables de griser une troupe et de la lancer en avant. C'est à cela que doivent penser les aviateurs lorsque le moment est venu de donner l'exemple. L'avènement de l'aviation amène de nouveaux enjeux industriels et techniques, et les appareils deviennent vite obsolètes, avec une innovation technique qui est encore en plein essor.